Bonsoir à tous, je suis le docteur Menda Abslam, je suis résident en ophtalmologie ainsi que l'auteur des résumés siamois. J'ai été sollicité par mon ami le docteur Haïd Islam et le docteur Hussam Gemali pour vous faire un cas clinique en ophtalmologie portant sur plusieurs items. Donc l'ophtalmologie c'est un module très intéressant et qui est devenu hyper tombable au test et que vous devez très bien travailler pour le test. Le cas clinique que je vais présenter aujourd'hui, c'est un cas clinique transversal. Donc, suivez bien. Il s'agit de mademoiselle KR, âgée de 25 ans, qui consulte en urgence pour une douleur oculaire de l'œil gauche qui évolue depuis 48 heures. Vous notez à l'inspection un œil rouge et elle n'arrive pas à ouvrir son œil qui n'arrête pas de pleurer. C'est comme si j'avais quelque chose dans l'œil, docteur. Donc, elle vous dit que cette symptomatologie est survenue lorsque le bout d'une page lui est rentré dans l'œil gauche alors qu'elle lisait tout à l'heure un livre. Vous la voyez dans le box de consultation, l'œil gauche fermé, la tête baissée. Elle vous demande plusieurs fois d'éteindre la lumière. Alors, si on traduit ça en langage médical, l'œil gauche fermé représente le blépharospasme. L'œil qui n'arrête pas de pleurer, c'est le larmoiement. Et le fait qu'elle présente une sensibilité à la lumière, c'est bien la photophobie. Si je résume, il s'agit donc d'un œil rouge douloureux avec blépharospasme, photophobie, larmoiement. Donc ça doit vite tiquer et on doit penser à un syndrome cornéen. Entamons la question numéro 1. Quels sont les diagnostics théoriquement possibles avant l'examen à la lampe à fente? Alors, pour répondre à cette question, il faut bien comprendre que l'œil, c'est un univers divisé en deux parties, avec d'une part le segment antérieur en avant du cristallin et d'autre part donc le segment postérieur en arrière du cristallin. Donc tout ce qui est dans le segment antérieur peut donner un œil rouge douloureux et tout ce qui est en arrière donne un œil blanc indolore avec ou sans baisse d'acuité visuelle. Donc, pour les propositions, s'agit-il d'une kératite, d'une uvite antérieure aiguë, d'un décollement de rétine, d'une uvite postérieure ou d'une sclérite? Donc, comme je l'ai dit, là, on va éliminer d'emblée les pathologies du segment postérieur, à savoir l'uvite postérieure et le décollement de rétine. Et on va retenir systématiquement donc la kératite, l'uvite antérieure aiguë et la sclérite. Parce que, comme je l'ai dit dans la question, il s'agit de diagnostics théoriques possibles. C'est-à-dire toutes ces pathologies peuvent donner lieu à un œil rouge douloureux. L'examen à la lampe à fente montre à l'œil droit. Donc, tout est normal, l'œil est parfaitement normal. L'œil gauche, on a une hyperémie conjonctivale qui est diffuse, tarsale et bulbaire, un cercle périkératique, une cornée qui est claire, une chambre antérieure qui est calme et profonde, un iris d'aspect normal, un réflexe photomoteur direct et consensuel sont normaux, et le fond d'œil réalisé sans dilatation vu la photophobie importante de la patiente qui semble parfaitement normal. Question numéro 2. Donc, quel est le diagnostic le plus probable? Là, on va retenir d'emblée la kératite parce qu'on est devant, donc un syndrome cornéen qui est très clair avec le syndrome fonctionnel cornéen et l'examen à la lampe à fente qui n'est pas en rapport avec l'uvite antérieure aiguë vu la chambre antérieure qui est calme, qui n'est pas en rapport avec la sclérite vu l'absence d'une hyperémie localisée ou des signes en rapport avec la sclérite. Donc on va retenir la kératite. Question numéro 3. Le diagnostic de kératite aiguë d'origine traumatique est évoqué. Quel est l'examen essentiel à réaliser immédiatement? Est-ce qu'on a besoin d'une gonioscopie, d'un test à la fluorescine, d'un test à la néosinéphrine, d'un examen du fond d'œil ou encore d'une pachymétrie? Là,
et c'est le message fort de ce QCM, on va réaliser un test à la fluorescéine. Donc, qu'est-ce que c'est la fluo? La fluo, c'est un colorant orange. Lorsqu'on est sur la lampe à fente, on travaille généralement en lumière blanche. Donc, pour examiner la surface oculaire et surtout l'état épithélial de la cornée, on met une goutte de fluo au niveau du cul-de-sac conjonctival inférieur et on va changer la lumière de la lampe à fente qui va passer de la lumière blanche à la lumière bleue. Et la fluo va mettre en évidence des zones de désépithélialisation cornéenne, vu qu'on est devant donc un syndrome cornéen, qui vont apparaître en vert. Donc, c'est le message fort de ce QCM, c'est de connaître l'intérêt du test à la fluo, qui pose le diagnostic de kératite superficielle et qui renseigne aussi sur l'étiologie et l'étendue des lésions. Pour le test à la néosénéphrine, il trouve son intérêt surtout dans la différenciation entre la sclérite et l'épsclérite. Pour l'examen du fond d'œil, il n'a pas d'intérêt ici, vu qu'on est devant une pathologie du segment antérieur, et l'examen du fond d'œil, on va le réaliser dans tous les cas pour complémenter l'examen clinique. Pour la pachymétrie, ne trouve aucun intérêt dans ce cadre. On parle surtout de pachymétrie dans les pathologies glaucomateuses. Comme je le rappelle, la pachymétrie, c'est la mesure de l'épaisseur cornéenne par différents moyens, car le tonus oculaire est corrélé à l'épaisseur cornéenne. Et pour la gonioscopie, elle trouve donc son intérêt surtout dans les pathologies glaucomateuses, essentiellement les crises par fermeture de lente. Question numéro 4. Le test à la fluorescéine donne le résultat suivant, comme on le voit sur l'iconographie. Est-ce qu'il s'agit d'une érosion cornéenne simple superficielle, d'une ulcération cornéenne, d'une plaie de cornée? Il existe un signe de Zaïdal ou encore il existe un corps étranger intraoculaire. Là, clairement, on est devant une érosion simple. Elle n'est pas assez profonde pour qu'on parle d'ulcération. Il n'y a pas de signe de Zaïdal. Pour parler de plaie, je le rappelle bien, le signe de Zaïdal constitue la dilution de la fluo par l'humeur aqueuse émanée de la plaie. Donc ça fait une forme de lavage de la fluo. Et il n'y a pas clairement un corps étranger intraoculaire, vu qu'il n'y a pas de plaie. Vu qu'il n'y a pas un point d'entrée aussi. Question numéro 5. Vous retenez finalement l'érosion cornéenne simple superficielle. Quelle est la prise en charge? Doit-on hospitaliser cette patiente en urgence, instaurer une antibiothérapie locale à large spectre en collyre et ou par voie générale? L'antibiothérapie vise à éviter une kératite microbienne par surinfection. Doit-on utiliser des collyres cicatrisants ou encore des corticoïdes locaux en collyre ou en pommade? Donc, oui, bien sûr, on doit donc instaurer une antibiothérapie par voie locale. Une antibiothérapie par voie locale suffit largement pour éviter le risque de surinfection de cette érosion cornéenne. Clairement, on ne doit pas mettre la patiente sous corticothérapie, ni locale ni générale. Et dans la vraie vie, le généraliste, devant un œil rouge, ne doit pas mettre les corticoïdes, même pour un chalazion, parce qu'il n'a pas de lampe à fente, il n'a pas de test à la fluo, il ne connaît pas l'aspect de la cornée, et le risque, c'est de tomber sur une kératite herpétique épithéliale, vous balancez des corticoïdes et vous entraînez une perforation cornéenne, et c'est la catastrophe. Sinon, pour la réponse A, donc la patiente doit être traitée en ambulatoire et l'antibiothérapie est suffisamment utilisée en local et non en général, par voie générale. Passons à la question suivante. Donc, la patiente revient vous voir quelques jours après son traumatisme, avec toujours la même symptomatologie. Elle vous dit qu'elle a bien pris son traitement et que cette fois-ci, rien n'est rentré dans son œil. Docteur, je mets des lentilles maintenant. Comme ça, j'enlève plus mes lunettes de près.
Pour la question numéro 6, quelles sont les deux étiologies, je précise bien, les deux étiologies que vous devez absolument évoquer? Donc, déjà, un patient qui met des lentilles de contact, c'est le patient qui fait peur en ophtalmo. C'est un terrain à risque, c'est un signe de gravité. Et ce n'est pas tout le monde qui comprend parfaitement les règles d'hygiène des lentilles et ça conduit parfois à des catastrophes. Donc, s'agit-il d'une kératite sur syndrome sec, d'une kératite à adénovirus, d'une kératite herpétique, d'une kératite bactérienne ou encore amibienne? Comme je l'ai dit, là, on va retenir que les deux étiologies les plus probables. Car, en pratique, toutes ces étiologies sont possibles. Là. On va retenir donc la kératite bactérienne et la kératite amibienne. Vu l'érosion cornéenne, donc une kératite bactérienne peut s'installer. Et elle peut être aggravée aussi par les lentilles de contact. Et la kératite amibienne, car on est dans l'obligation d'évoquer une kératite amibienne chez tout porteur de lentilles de contact qui présente un syndrome cornéen. Passons à la question numéro 7. L'examen à la lampe à fonte avec le test à la fluoricéine retrouve le résultat suivant. Donc l'iconographie numéro 2 qui montre une prise de la fluo d'une manière très caractéristique. Quel est le diagnostic étiologique? Et là, c'est un croc. Là, on est devant ce qu'on appelle le classique des classiques. Il est vraiment important de maîtriser. Il s'agit d'une kératite superficielle épithéliale dendritique. C'est une kératite herpétique superficielle. La récurrence de cette kératite, comme l'explique cette image, elle est en rapport avec le traumatisme probablement. Donc, cette patiente peut avoir une kératite herpétique et le traumatisme, il a donc favorisé cette récurrence. Comme on le voit là, l'herpès, l'HSV2 essentiellement, il se loge au niveau du ganglion trigéminé. Il va être acheminé via donc, la branche ophtalmique du trijumeau jusqu'à la cornée pour donner lieu à une récurrence et à une kératite superficielle dendritique dans ce cas. Et là, une autre image qui montre bien les dendrites. Question numéro 8. Quelle est la prise en charge thérapeutique de cette kératite épithéliale superficielle, dendritique, herpétique, comme vous voulez? Est-ce qu'on doit hospitaliser cette patiente avec un bilan pré-thérapeutique? On doit la traiter en ambulatoire par la cyclovir en pommade, une corticothérapie entopique afin de limiter l'inflammation, ou encore instaurer des mesures adjuvantes, à savoir le débridement épithélial, la cycloplégie et des antalgiques. Donc, le traitement de cette patiente se fera en ambulatoire par de la cyclovir en pommade. Il n'y a pas lieu à hospitaliser cette patiente car elle ne présente pas de signes de gravité, à savoir le terrain immunologique déprimé, plusieurs signes de gravité que le résident doit savoir. Sinon, pour la corticothérapie, c'est le zéro de cette question. Si vous instaurez une corticothérapie, ça va aggraver sa kératite dendritique, déjà qui évolue sur l'iconographie vers la kératite géographique, et vous pouvez induire une perforation de la cornée. Pour les mesures adjuvantes, qui sont très importantes, à savoir le débridement épithélial. Le débridement épithélial, il permet une réduction très importante de la charge virale. La patiente consulte à nouveau 6 mois après, cette fois-ci pour une baisse d'acuité visuelle brutale sur un œil gauche blanc. Cette fois-ci, il est blanc avec une baisse d'acuité visuelle, mais qui est douloureux à la mobilisation oculaire depuis ce matin. L'interrogatoire retrouve la notion de paresthésie des membres inférieurs depuis quelques jours.
votre interrogatoire retrouve une histoire d'une baisse d'acuité visuelle du même œil il y a plusieurs années. Donc, l'examen clinique retrouve une acuité visuelle de loin, sans correction à 1/10 à gauche, non améliorable, alors qu'à droite, la patiente a une acuité visuelle de loin, sans correction à 10/10 sur l'échelle de Monnoyer, et elle arrive à lire le deuxième paragraphe de Parisot et sans correction. L'examen à la lampe à fente retrouve au niveau des deux yeux une cornée claire, un segment antérieur qui est normal, un cristallin clair, un tonus oculaire normal, l'examen du fond d'œil est normal. Quel est, et je précise bien, le diagnostic ophtalmologique que vous devez évoquer? S'agit-il d'une amblyopie, d'une amétropie, d'une simulation, ou encore d'une neuropathie optique rétrobulbaire gauche? Là, c'est un grand classique aussi. C'est le diagnostic ophtalmologique qu'on va retenir, c'est la norme, que chaque externe et interne préparant son résidanat doit le savoir sur le bout des doigts. Que ce soit en neurologie ou en ophtalmologie, c'est un diagnostic qui est fréquent. Et on va le retenir pour les arguments suivants. Donc, vu le terrain de cette femme, donc l'âge jeune, typiquement en théorie caucasienne, la clinique avec les douleurs rétro-oculaires, même si vous allez me dire un œil rouge douloureux, c'est les atteintes du segment antérieur, mais attention, là, c'est un œil blanc indolore, mais douloureux à la mobilisation du globe oculaire. C'est une petite nuance qui est très importante. Alors, pourquoi, dans la norme, attendre des douleurs lorsqu'on bouge les yeux? C'est bien, c'est très simple. On a une inflammation du nerf optique qui est rétrobulbaire, c'est-à-dire en arrière du globe oculaire, qui est en contact via la dure mère qui l'entoure avec les muscles oculomoteurs, notamment les droits supérieurs et inférieurs, et qui sera l'origine de la douleur provoquée par la mobilisation du globe oculaire. N'oubliez pas. Pour la question numéro 10, que retrouve l'examen des pupilles dans ce contexte? Est-ce qu'on va retrouver un réflexe photomoteur direct et consensuel conservé, une semi-mydriase, un signe de Marcus-Ken ou encore un myosis? Là aussi, c'est un grand classique. Vous avez certainement appris ça en neurologie, vous ne devriez pas l'oublier en ophtalmologie. C'est un signe spécifique de la neuropathie optique où l'éclairement des pupilles va permettre de démasquer une diminution du réflexe photomoteur direct de l'œil gauche. C'est ce qu'on appelle la mydriase paradoxale. En vrai, ce n'est pas une mydriase, c'est juste un affaiblissement du myosis par le faible signal qui est transmis par le nerf optique. Question numéro 11. Maintenant on va parler d'étiologie. Quelle est l'étiologie la plus probable? Et là encore c'est un croc. On va retenir la sclérose en plaques pour les arguments suivants. Le terrain, il s'agit d'une femme jeune, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la clinique, c'est la dissémination dans le temps, à savoir les plusieurs épisodes. Elle a rapporté une notion d'une baisse d'acuité visuelle, qui remonte à plusieurs années, et dans l'espace, l'atteinte oculaire et des membres inférieurs. Donc, quel examen demandez-vous en urgence? On va demander une imagerie cérébrale, orbitaire et du rachis. Ce sont tous des mots-clés par résonance magnétique. Donc, l'intérêt de cette imagerie est dans un intérêt diagnostique. On va objectiver un hypersignal en T2 du nerf optique. Et ça,
On le verra dans les séquences orbitaires, d'où l'intérêt des séquences orbitaires. Je vous le rappelle, les lésions de la CEP sont en hyposignal en T1 et qui prennent le gadolinium en cas de lésion récente et hypersignal en T2. L'imagerie a aussi un intérêt étiologique. Les hypersignaux de la substance blanche, comme on le voit sur l'iconographie là, cette fois-ci dans l'espace est sus et sous-tentoriel périventriculaire, et un intérêt pour la surveillance, pour donc le suivi de ces lésions démyélinisantes. Question numéro 13. Quels autres examens ophtalmologiques sont utiles au diagnostic? Là, il s'agit d'un TCM. Est-ce qu'on va faire un OCT papillaire, un champ visuel, des PEV, un examen de la vision, des couleurs? Là, l'OCT papillaire n'a aucun intérêt. Ce n'est pas une pathologie de la papille, mais c'est une pathologie qui est rétrobulbaire. Pour le champ visuel, il n'a pas n'importe quel champ visuel, c'est le champ visuel de Goldman qui trouve son intérêt dans les pathologies neurologiques, à savoir les compressions, la norbe, où on va trouver dans la norbe un scrotum, rappelez-vous bien, un scrotum central et sécocentral. Pour les potentiels évoqués visuels, on trouvera une augmentation des latences et une diminution de l'amplitude au niveau de l'œil gauche. Et pour l'examen de la vision des couleurs, on va rechercher surtout la dyschromatopsie d'axe rouge-vert. Alors, l'axe rouge-vert, c'est le nerf. C'est un petit moyen pour que vous pouvez vous rappeler de ce détail. Rouge-vert, nerf. Ça, voilà. Bleu-jaune, c'est la rétine. Donc, il faut savoir qu'il y a une triade, ce qui concerne les atteintes du nerf optique, la baisse de l'acuité visuelle, la dyschromatopsie d'axe rouge-vert et l'altération du champ visuel de Goldman. Question numéro 14. Quelle est votre prise en charge en urgence? Alors, c'est comme s'il s'agit d'une poussée de sclérose en plaques. Et le traitement, c'est la même chose. Hein? Va-t-on mettre la patiente sous anti-TNF-alpha, un traitement en ambulatoire, une hospitalisation en neurologie, une hospitalisation en ophtalmologie et instaurer une corticothérapie en urgence en IV, ou encore, voilà. Là, on va hospitaliser cette patiente en ophtalmologie. On va instaurer des bolus de corticoïdes de 1 g par jour pendant 3 jours. Bien sûr, après un bilan pré-thérapeutique, à savoir un téléthorax, une DR à la tuberculine, à l'ECG, car les bolus de corticothérapie peuvent induire une bradycardie, ionogramme, et surtout, chez cette patiente, une bandelette urinaire à la recherche d'une infection urinaire qui est fréquemment associée à la sclérose en plaques et qui peut donc amorcer un choc septique vu le bolus de corticoïdes instauré. 2 mois plus tard, la patiente consulte pour une diplopie, c'est-à-dire qu'elle voit double. Votre examen met en évidence une paralysie partielle de l'adduction, c'est-à-dire paralysie du muscle droit interne qui est innervé par le 3, avec une conservation de la convergence. C'est-à-dire la patiente elle peut loucher au rapprochement d'un objet de son nez. Donc, et un nystagmus de l'œil adelphe, de l'œil droit. Quel est votre diagnostic? Là, il s'agit clairement d'une ophtalmoplégie internucléaire gauche. C'est un diagnostic très classique d'une atteinte de la sclérose en plaques. Il s'agit d'une atteinte de la bandelette longitudinale postérieure, en fait, qui coordonne entre l'action du 3 et du 4 contralatéral. On arrive à la fin de notre cas clinique.
Je vous laisse ma boîte mail qui s'affiche ici. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer sur ma boîte mail et je ferai de mon mieux pour répondre dans les brefs délais. Pour ce cas clinique, les items abordés, c'est donc l'œil rouge douloureux, traumatique et non traumatique, l'œil blanc indolore avec une baisse d'acuité visuelle. Et je souligne bien sûr la kératite herpétique. Donc rappelez-vous de ça, c'est une atteinte cornéenne infectieuse récurrente. Donc on doit informer le malade du risque de récurrence et de complications. En pratique, on doit toujours analyser la sensibilité cornéenne avant l'instillation de collier anesthésiant, qui est l'élément diagnostique qui est très très important pour le diagnostic des kératites herpétiques. Et enfin, les corticoïdes sont formellement contre-indiqués dans le traitement des kératites herpétiques superficielles et les mesures simples comme le débridement permettent de réduire considérablement la charge virale et d'accélérer la guérison. Pour la deuxième partie, la norme. Faut savoir que d'après une étude très connue, 38% des cas vont développer une sclérose en plaques après un épisode de norbe. La norbe, donc, c'est la baisse d'acuité visuelle sur un œil blanc qui est douloureux à la mobilisation oculaire. Le patient ne voit rien et l'examinateur aussi, donc expliqué par l'examen clinique qui est parfaitement normal, mis à part le signe de Marcus-Gain, à rechercher systématiquement avant dilatation, je le souligne. Les RM cérébrales et orbitaires ainsi que les RM rachidiennes avec injection de produits de contraste et de courant d'aide pour le diagnostic donc, de sclérose en plaques et la corticothérapie à forte dose en urgence après bilan pré-thérapeutique. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et au plaisir, Inch'Allah.